Bonjour, on va corriger ensemble la série 15. Cette série, elle traite de l'effet Canton, de la création de paires et de l'interaction des rayonnements ionisants avec la matière. L'exercice 1, on dit dans une expérience d'effet Canton, un électron au repos frappé par un rayon X de 0,5 MeV acquiert une énergie de 0,1 MeV. La première question, quelle est en angstrom la longueur d'onde du photon diffusé? Ensuite, quel est l'angle que fait le photon diffusé avec le photon incident? Pour répondre, on va faire rappel des notions qu'on a faites dans le cours. D'abord, on va sur la figure. Avant le choc, nous avons un photon en vert, le vecteur vert. Il arrive, donc il est sur l'axe des X. La quantité de mouvement du photon, c'est h nu 0 sur c fois i. Son énergie, donc, c'est h nu 0. Il rencontre un électron qui est en bleu. Cet électron, il est au repos. L'énergie du photon de l'électron quand il est au repos, c'est l'énergie de repos, c'est m0 c carré. Après le choc, que se passe-t-il? Alors le photon, il va être diffusé dans la direction θ et sa quantité de mouvement, elle change, ça devient h nu sur c, c'était h nu 0 sur c, son énergie, elle change, ça devient h nu, c'était h nu 0. Et l'électron qui était au repos, il va acquérir une certaine énergie cinétique, il va acquérir une vitesse qui va lui permettre d'être diffusé dans la direction phi, et cette quantité de mouvement de l'électron, c'est mv. 1, c'est pour l'électron, et 2, l'indice 2, donc pour le photon. La conservation de l'énergie, l'énergie se conserve, tout comme la quantité de mouvement se conserve. Bon, pour l'énergie totale avant le choc, c'est l'énergie totale après le choc. Avant le choc, l'énergie totale, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Nous avons l'énergie du photon, incident, qui est égale à h nu 0, et l'énergie de l'électron au repos, qui est égale à m0 c carré. Donc on écrit h nu 0 plus m0 c carré, c'est l'énergie totale avant le choc. Cette énergie-là, ce sera l'énergie totale après le choc. Après le choc, nous allons avoir l'énergie du photon, ça devient h nu, et l'énergie de l'électron, ce sera donc son énergie de repos, m0 c carré, plus l'énergie qu'il a acquise, c'est-à-dire T. Donc h nu plus m0 c carré plus T. Maintenant, on peut tirer de cette équation-là, h nu, c'est h nu 0 moins T, parce que dans la première question, on nous dit quelle est en angstrom la longueur d'onde du photon diffusé, c'est-à-dire on doit calculer d'abord l'énergie du photon diffusé, ensuite déduire sa longueur d'onde. Donc h nu c'est l'énergie du photon diffusé, c'est h nu 0 moins t. T c'est égal à quoi? Quand on relit le texte, alors nous avons 0,5 MeV, c'est l'énergie du photon incident, et 0,1 MeV, c'est l'énergie acquise par l'électron diffusé. Donc cette énergie, c'est en fait l'énergie cinétique. Donc T c'est 0,1. Alors ce sera donc h nu c'est 0,5 moins 0,1, donc ce sera 0,4 MeV. Maintenant, pour lambda, on va écrire la relation. Lambda en angstrom, c'est 12410 sur h nu en électron-volt. Pour trouver lambda à partir de l'énergie, on remplace et on en trouve 31,02 fois 10 à la puissance moins 3 angstrom. Maintenant, pour trouver l'angle que fait le photon diffusé avec le photon incident, on va calculer θ, c'est ça, c'est ce qu'il demande. Alors, on fait appel aussi à la relation faite dans le cours. Delta lambda, c'est lambda moins lambda 0, et c'est égal à lambda fois 1 moins cos θ. Alors, lambda avec le V majuscule renversé, c'est de l'alphabet grec, c'est une constante qui est égale à 24,3 fois 10 à la puissance moins 3 angstrom. Et lambda minuscule aussi de l'alphabet grec, ça parle de la longueur d'onde. Alors, on les prononce de la même façon, mais chacune a son sens et son écriture. Alors, donc on nous demande de calculer θ, donc on va calculer cosinus A. Alors cosinus θ, c'est 1 moins delta lambda sur lambda. Alors delta, donc on va calculer delta lambda. D'abord, nous avons h nu 0, c'est l'énergie du photon incident, c'est égal à 0,5 MeV. Donc on peut déduire de cela lambda 0, c'est-à-dire h nu 0, c'est égal à 12410 sur lambda 0, donc la relation connue, donc en électron-volt, h nu et lambda 0 en angstrom, et donc lambda 0, ce sera 12410 sur h nu 0, et on obtient donc cette longueur d'onde du photon incident qui est égale à 24,82 fois 10 à la puissance moins 3 angstrom. Puisqu'on connaît déjà lambda, donc delta lambda c'est lambda moins lambda 0, on remplace lambda par 31,02 fois 10 à la puissance moins 3 qu'on vient de trouver dans la diapo précédente, moins la valeur de lambda 0, et on trouve 6,2 fois 10 à la puissance moins 3 angstrom. Donc ça c'est delta lambda. On insère donc cette information dans la relation sur la première ligne cosinus θ, c'est 1 moins delta lambda sur lambda, et on obtient donc l'angle θ, on calcule le cosinus et on déduit l'angle θ qui est égal à 41,85 degrés. L'exercice 2 maintenant, c'est toujours pour l'expérience Canton. Dans une expérience d'effet Canton, un photon rayon X de 0,345 angstrom est diffusé à 85 degrés par un électron au repos. Là, on nous donne la longueur d'onde du photon incident qui est égale à 0,345 angstrom et on nous donne θ qui est égal à 85 degrés. Quelle est donc la longueur d'onde du photon diffusé?
quelle est l'énergie acquise par l'électron et quelle devrait être la longueur d'onde du photon incident pour que, lors d'un choc frontal, l'électron cible acquiert une énergie de 48 kV. D'abord, on va donc répondre à la première question. Pour trouver la longueur d'onde du photon diffusé, on va faire appel à la relation delta lambda, c'est lambda par 1 moins cos θ. On nous a donné θ. Déjà, donc on va tirer lambda, et on nous a donné lambda 0 aussi, 0,345 angstrom. Donc on écrit lambda, c'est lambda 0 plus lambda par 1 moins cos θ. Donc on a lambda 0 et on a θ, on remplace, et on obtient donc la valeur de lambda qui est égale à 0,367 angstrom. Maintenant, pour la deuxième question, on va faire appel aussi aux relations qu'on a faites. On les a déjà rappelées dans l'exercice numéro 1. Pour la conservation d'énergie, on avait dit que h nu 0 plus m0 c carré avant le choc, c'est h nu plus m0 c carré plus t après le choc. C'est les mêmes relations qu'on a faites dans la première diapo. Et on peut tirer de cela en simplifiant donc m0, m0. On trouve t, c'est h nu 0 moins h nu. Donc, nu, on vient donc h nu, on peut la calculer puisqu'on a lambda. H nu 0, on peut la calculer puisque nous avons lambda 0. Donc on peut trouver l'énergie cinétique parce qu'on nous demande de trouver quelle est l'énergie acquise par l'électron. On remplace, donc voilà, H nu 0 c'est HC sur lambda 0, moins H nu c'est HC sur le lambda. Voilà. Et on remplace et on trouve donc 2156 électronvolts. Voilà. Donc cette énergie cinétique, c'est 2156 électronvolts pour la troisième question. Alors d'abord, rappelons, avant le choc, donc on va faire appel donc, aux notions déjà connues. Donc avant le choc, après le choc plutôt, le photon il va partir dans la direction θ et l'électron il part dans la direction phi. Et on a dit aussi, donc pour la conservation de la quantité de mouvement, on a dit avant le choc, c'est après le choc, c'est ce qu'on a les figures qui existent déjà dans la première diapo. Donc avant le choc, nous avons une seule quantité de mouvement qui est celle du photon incident, c'est h nu 0 sur c fois i. Après le choc, nous avons deux quantités de mouvement, celle du photon diffusé, h nu sur c fois u, plus celle de l'électron mv. Maintenant, si on projette cette relation sur l'axe des x, u, ça devient u cos θ, et u, c'est un vecteur unitaire, donc c'est égal à 1 en module, bien sûr, et v, c'est v cosinus phi, et donc, on va donc plutôt, on écrit, donc on trouve h nu 0 sur c, c'est h nu sur c fois cos θ plus mv cosinus phi, c'est des relations qu'on a faites dans le cours, et donc maintenant, on va faire le schéma du choc frontal. Qu'est-ce qui se passe dans le choc frontal? Le photon incident, il est en noir, le vecteur, il est en noir. Il arrive, il va à l'encontre de l'électron qu'on a schématisé en rouge ici. Alors, il rencontre cet électron, que se passe-t-il? L'électron qui était au repos, il part dans la direction phi égale à 0, c'est-à-dire il va garder la direction du photon incident, horizontale sur la figure, et le photon incident qui était arrivé, qui arrivait plutôt donc sur la direction donc horizontale, il fait une rotation égale à 180 degrés, c'est-à-dire on voit la flèche tourner et ça devient une flèche verte. Il prend un angle θ égal à 180 degrés. Donc les signes moins, ça s'explique puisqu'on va remplacer θ par 180 degrés et phi par 0 et on obtient h nu 0 sur c, la conservation c'est moins h nu sur c plus mv. En multipliant la dernière relation par C, on obtient, et après en faisant une petite transposition, on trouve MVC, c'est H nu plus H nu 0. Maintenant, P étant égal à MV, on remplace dans cette relation-là, et on trouve donc P fois C, c'est H nu plus H nu 0. Maintenant, on va faire rappel des relations que l'on connaît déjà. On a vu dans le cours que P carré, C carré, c'est E carré moins M0 carré, c'est à la puissance 4, quand on a fait les notions de relativité dans le cours des rayonnements. Alors, sachant que E, c'est l'énergie totale, c'est l'énergie de repos M0C carré plus T, et on va tirer, donc P fois C, c'est la racine de cette équation, de cette quantité-là. Nous avons M0C carré, bien sûr, 511 kV, et T, on peut calculer, T étant égal à 48 kV, on remplace par un simple calcul, et on trouve 226,6 kV. On revient à l'équation, donc, puisque nous avons écrit donc P fois C, c'est H nu, la deuxième qui s'affiche sur la deuxième ligne, P fois C, c'est H nu plus H nu 0, et donc ça veut dire que H nu plus H nu 0, c'est 226,6 kV. On appelle cette équation-là l'équation 1 et on la laisse de côté, puisque nous avons deux inconnus en fait, nu et nu 0. Donc on va constituer un système de deux équations pour pouvoir obtenir ces deux inconnus-là. Maintenant, on revient aussi aux relations qu'on a faites. Dès la première diapo, on a dit que T, c'est H nu 0 moins H nu. Et on a dit que l'énergie
l'électron, il va acquérir une énergie cinétique, une énergie de 48 kV. Ça veut dire que c'est une énergie cinétique. Alors, on écrit, et donc la deuxième équation, ça devient h nu 0 moins h nu, c'est 48 kV. Et le système d'équations s'est constitué. Donc, la première équation, h nu 0 plus h nu, c'est 226,6. Et h nu 0 moins h nu, c'est 48. On résout ce système d'équations par une simple manipulation. On fait l'équation 1 plus 2, puis l'équation 1 moins 2. Et on obtient h nu et h nu 0. Pour obtenir maintenant la longueur d'onde, on fait appel à la relation lambda en angstrom, c'est 12410 sur h nu en électron-volt. Et on obtient la longueur d'onde du photon diffusé, c'est 0,138 angstrom. Et la longueur d'onde du photon incident, c'est 0,09 angstrom. Pour l'exercice 3, ça parle de la création de paires. On nous dit un électron de 5 mégaélectronvolts s'annihile avec un positron au repos en produisant deux photons émis dans la direction du mouvement de l'électron incident. La direction, ça veut dire sur la même ligne, en quelque sorte. Pas dans le même sens. La direction et le sens, c'est différent. La direction, c'est la droite, et le sens, c'est lorsqu'on oriente dans la flèche, comme si on a une flèche. Alors, quelle est l'énergie de chacun des photons créés dans les cas suivants? D'ailleurs, les cas A et les cas B, ça témoigne de cette différence. On peut avoir la même direction sans avoir le même sens. Le cas A, les deux photons sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. S'ils sont à 180 degrés, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même sens. Ils sont dans la même direction, mais pas dans le même sens. Et le cas B, les deux photons sont émis dans le même sens que celui de l'électron incident. Déjà, ils sont dans la direction de l'électron incident, c'est donné dans le paragraphe de l'exercice. Et maintenant, ils vont avoir le même sens que l'électron incident. Pour répondre, alors on va schématiser le cas A. Nous avons donc, avant le choc, un électron, il est en orangé, la couleur. Il arrive, il a une quantité de mouvement P, il va à l'encontre d'un positron. On dit d'ailleurs positron ou positant, c'est la même chose. Donc l'axe qu'on a choisi, c'est l'axe des X, c'est la direction de l'axe des X. Après le choc, les deux photons, ils sont émis, ils ont toujours la même direction, c'est toujours la même ligne horizontale qui est parallèle à l'axe des X, la même direction que l'électron incident, sauf qu'ils ont des sens opposés. L'un va dans le sens de l'électron incident et l'autre va dans le sens contraire. On dresse un tableau dans lequel on va rassembler toutes les informations que l'on va recueillir. On redessine le schéma qu'on a fait dans la diapo précédente. Nous avons l'électron qui arrive. Il a une quantité de mouvement V, P. Il va à l'encontre d'un positron au repos. Et donc, après le choc, nous voyons le photon 1 va dans la direction et le sens de l'électron incident. Le photon 2, il va dans la même direction, mais dans le sens opposé que celle de l'électron incident. Le tout suivant donc parallèlement à l'axe des X. Alors, avant le choc, l'électron, il arrive, il a une quantité de mouvement qui est égale à mv, il a une énergie qui est égale à m0c carré plus t. Donc la quantité de mouvement de l'électron, P de l'électron, va simplifier en écrivant petit p. Pour simplifier l'écriture, ce sera donc mv fois i. Et l'énergie de l'électron, c'est l'énergie de repos qui est toujours là, c'est une énergie intrinsèque, existante, s'il y a vitesse ou pas, elle est toujours là, plus l'énergie cinétique. Le positron, il est au repos, donc il n'a pas d'énergie cinétique, il n'a pas de quantité de mouvement puisque sa vitesse est nulle. Donc l'énergie du positron, c'est m0c carré, la quantité de mouvement du positron, c'est 0. Pour le photon 1 et le photon 2, ils n'existent pas avant le choc, donc ils n'auront ni énergie, ni quantité de mouvement, donc on écrit EPH1, c'est 0. On écrit indice PH1 pour dire photon 1. Et quantité de mouvement du photon 1, c'est 0. La quantité de mouvement du photon 2, c'est 0 ici aussi. Et l'énergie du photon 2, c'est 0. Maintenant, après le choc, l'électron et le positron vont s'annihiler, c'est-à-dire vont disparaître. Donc, ils n'auront ni énergie, ni quantité de mouvement. Donc, pour l'électron, on écrit 0 pour l'énergie et 0 pour la quantité de mouvement. Pour le positron, 0 pour l'énergie et 0 pour la quantité de mouvement, puisqu'ils auront totalement disparu. Le photon 1, il a été créé, donc il va avoir une quantité de mouvement qui est égale à h nu 2, h nu 1 sur c fois i, puisque c'est dans la même direction que i. Il a une énergie qui est égale à h nu 1. Voilà, EPH1 c'est h nu 1 et PPH1 c'est h nu 1 sur c fois i, c'est dans le même sens que i. Pour le photon 2, pareil, il a une quantité de mouvement h nu 2 sur c, mais en vecteur, ce sera moins h nu 2 sur c fois i, puisque c'est dans le sens contraire de i. Et la grande l'énergie, ce sera h nu 2. Donc on écrit EPH2, c'est h nu 2, PPH2, c'est moins h nu 2 sur c fois i. Alors maintenant, on va appliquer la relation, toutes les relations qui parlent de la conservation de l'énergie. L'énergie totale se conserve, c'est-à-dire on regarde ce tableau et on va faire très facilement donc appliquer cette conservation de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les énergies avant le choc, ce sera donc la somme de toutes les énergies avant le choc,
choc, ce sera la somme de toutes les énergies après le choc. Alors avant le choc, nous avons m0c carré plus t pour l'électron, nous avons m0c carré pour le positron, qui est égal, pour après le choc, nous avons h nu 1 pour le photon 1 et h nu 2 pour le photon 2, tout simplement. Maintenant, m0c carré plus t, c'est l'énergie totale de l'électron, puisqu'il arrive avec 5 mégaélectronvolts, voilà. Et donc, on remplace, puisque m0c carré, c'est 511 kV, c'est une constante connue et à garder en tête, donc c'est-à-dire 0,511 kV, et on obtient donc une première équation qui est égale h nu 1 plus h nu 2, c'est égal à 5,511 mégaélectronvolts. Maintenant, pour la conservation de la quantité de mouvement, comme on a fait pour la conservation de l'énergie, la somme de tous les vecteurs quantité de mouvement avant le choc, ce sera la somme de tous les vecteurs quantité de mouvement après le choc, c'est-à-dire mvi pour l'électron. Donc, ce sera, si on regarde sur le tableau, ce sera h nu 1 sur c pour le photon 1, moins h nu 2 sur c pour le photon 2. Donc, on se débarrasse de i puisqu'ils sont sur la même direction. Et donc, on obtient mv et on multiplie par c l'équation. On obtient donc mvc, c'est h nu 1 moins h nu 2. mvcp, c'est-à-dire p fois c, c'est h nu 1 moins h nu 2. On rappelle la relation que l'on connaît déjà, que p carré, c carré, c'est l'énergie totale de l'électron au carré moins m0 c carré. m0 c carré, le tout au carré. Donc, P fois C, c'est la racine de cette énergie totale de l'électron au carré, moins M0, C carré, le tout au carré. L'énergie de l'électron, c'est égal à 5 mégaélectronvolts. E, indice E, électron, c'est l'énergie totale de l'électron, il arrive avec 5 mégaélectronvolts. M0, C carré, c'est égal à 511 kV, c'est-à-dire 0,511 mégaélectronvolts. On fait le calcul et on obtient tout simplement P fois C, c'est 4,974 mégaélectronvolts. Et donc, P fois C, c'est quoi? La ligne qui, pour la quantité, conservation de la quantité de mouvement, on lit P fois C, c'est h nu 1 moins h nu 2. On vient de calculer P fois C qui est égal à 4,974 et donc on obtient une deuxième équation, h nu 1 moins h nu 2, c'est 4,974 mégaélectronvolts. On résout le système d'équations qu'on obtient. H nu 1 plus H nu 2, c'est 5,511 mégaélectronvolts, la première équation. Et H nu 1 moins H nu 2, c'est 4,974 mégaélectronvolts, la deuxième équation. Et l'on obtient H nu 1, c'est 5,243 MeV et H nu 2, c'est 0,269 MeV. Alors, pour le KB, c'est donc lorsque les deux photons sont émis dans le même sens et la même direction que ceux du photon de l'électron incident. Voilà, avant le choc, l'électron, il arrive à l'encontre du positron. Il a une quantité de mouvement P, le sens choisi c'est le sens des X, OI. Après le choc, on va H nu 1 et H nu 2 qui ont la même direction et le même sens, la direction de l'électron incident. Alors, si on dresse un tableau, donc vous pouvez le faire vous-même, avec donc on va obtenir les mêmes quantités, avec presque le même tableau, à quelque chose près que pour le tableau 1, on avait pour le photon 2, c'était la quantité de mouvement, c'était h nu 2 sur c, moins h nu 2 sur c fois i, parce que c'était de sens contraire à i. Là, ce sera ph nu 2, ce sera moins plus h nu 2 sur c fois i. Voilà, l'énergie c'est h nu 2, c'est la même chose, mais la quantité de mouvement c'est plus, parce que c'est dans le même sens que i. Et on écrit donc avec la conservation de la quantité de mouvement, de l'énergie d'abord, donc l'énergie avant, la somme des énergies avant, c'est la somme des énergies après, donc on obtient exactement la même équation une que pour le cas précédent, h nu 1 plus h nu 2 c'est 5,511 mégaélectronvolts. La différence, elle va apparaître dans le cas de la conservation de la quantité de mouvement. Tout à l'heure, bon, pour la diapo précédente, pour le cas A, c'était P, la quantité de mouvement de l'électron incident, c'était P du photon, donc H nu 1 sur C fois I, moins H nu 2 sur C fois I, ça devient donc MV fois I, qui est la quantité de mouvement donc, de l'électron incident, c'est H nu 1 sur C fois I, plus H nu 2 sur C fois I, on multiplie par C, et on obtient, donc, et on suit les mêmes étapes, et on obtient H nu 1 plus H nu 2, c'est 4,974 mégaélectronvolts, c'est l'équation 2. Là, en comparant l'équation 1 et l'équation 2, on se rend compte que c'est un cas impossible. On ne peut pas avoir H nu 1 plus H nu 2, d'une part égal à 5,511 mégaélectronvolts, et d'autre part, c'est 4,974 mégaélectronvolts, c'est impossible. Donc, du cas 1 et cas 2, on se rend compte que le cas B est un cas impossible. Avant de passer à l'exercice suivant, juste je vais ouvrir une parenthèse concernant le cours. Alors dans le cours, on avait dit que l'électron, après la conséquence de la création de paires, l'électron produit est ralenti dans la matière. On avait dit ça, et une fois toute son énergie cinétique perdue, il rencontre un électron peu lié du milieu et s'annihile avec lui. Alors, pour ce cas du cours, lorsque les conséquences de la création de paires, on avait
un positron, plutôt c'est pas l'électron, c'est le positron, il perd toute son énergie cinétique, ensuite il rencontre un électron peu lié. Donc l'énergie E du positron, ce sera m0c carré, puisqu'il a perdu toute son énergie cinétique, c'est lui qui va à l'encontre donc de l'électron. L'énergie de l'électron, c'est m0c carré, puisqu'il est au repos. C'est égal à h nu 1 plus h nu 2, donc ce sont deux photons identiques, donc les deux photons auront h nu 1 plus h nu 2, ce sera 2 fois m0c carré, m0c carré c'est 0,511 mégaélectronvolts, donc ce sera la même énergie pour les deux photons. Maintenant, pour la quantité de mouvement, puisque de façon générale, on écrit P du positron incident, c'est égal à P du photon 1 plus P du photon 2. À partir du moment où le positron perd toute son énergie cinétique avant de rencontrer l'électron, ça veut dire que cette quantité de mouvement, elle est nulle. On va écrire donc 0, c'est égal à P de la quantité de mouvement du photon 1 plus la quantité de mouvement du photon 2. La somme de deux vecteurs qui est égale à 0 signifie que ces deux vecteurs sont émis donc en deux sens différents. Même direction, ils sont parallèles, mais deux sens différents, c'est pour cela contraire, c'est pour cela qu'on dit ils sont émis à 180 degrés l'un de l'autre. Pour l'exercice suivant, ça parle donc de l'interaction des rayonnements ionisants avec la matière. L'établier plombé d'épaisseur 0,25 mm utilisé dans les services de médecine nucléaire atténue de 60% des rayonnements gamma de 140 kV émis par une source de technétium. Alors, calculer en centimètres moins 1 le coefficient d'atténuation linéique du matériau utilisé pour confectionner cet tablier. Et puis, quelle serait l'épaisseur en millimètres du même matériau nécessaire pour atténuer de 90% le rayonnement incident. Et quelle serait la CDA du plan pour ce rayonnement? La CDA calculée, elle est demandée en centimètres. Pour répondre, d'abord, il faut savoir que on part de l'équation de E égale à E0 exponentielle moins mu x. Mu, c'est le coefficient d'atténuation linéique. Cette équation de proportionnalité donc entre E et E0, avec le coefficient, on ne va pas dire proportionnalité puisque c'est exponentiellement mu x, donc inversement proportionnel. Donc parce que lorsque E elle est inférieure à E0, puisqu'on divise par exponentielle mu x, alors elle est valable. On peut écrire I égale à I0 exponentiellement mu x, N égale à N0 exponentiellement mu x. Donc toutes les quantités qui sont proportionnelles au nombre de photons s'écrivent avec une équation sous cette forme. Alors puisque donc on va dire E égale sur E0, c'est égal à exponentielle moins mu x. Donc on introduit le logarithme népérien sur les deux membres de cette équation. Et donc logarithme népérien de E sur E0, c'est égal à moins mu fois x. Et du coup, on obtient mu, puisqu'on nous demande de calculer le coefficient d'atténuation linéique de E0 sur E. On nous dit que l'atténuation, elle est de 60%. Ça veut dire que si on atténue de 60% le rayonnement incident, ça veut dire ce que l'on va recueillir à la sortie, ce sera 40%. Le rayonnement, l'énergie à l'arrivée. Donc nous avons donc cet écran, un écran, il a une épaisseur x. À l'entrée, nous avons E0. À la sortie, nous avons E. Atténuation de 60%, ça veut dire ça va donc diminuer et on va obtenir le reste. 100 moins 60, c'est égal à 40. C'est-à-dire que E0, E plutôt, c'est égal à 40% de E0, c'est-à-dire 0,4 E0. On remplace dans mu, donc E0 sur E. Donc, puisque mu c'est ln E0 sur E, donc on remplace E par 0,4 E0, on remplace X par sa valeur et on obtient 36,65 cm moins 1. Maintenant, si l'atténuation, elle est plus de 40%, elle est de 90%. Ça veut dire que la transmission, ce sera 10% et on va dire, au lieu d'écrire E égale à 40% E0 comme pour la première question, ce sera 10% E0, c'est-à-dire 0,1 E0. Là, puisqu'on nous demande de calculer l'épaisseur qui permet d'obtenir l'atténuation de 10%. Donc, à partir de la relation de E égale à E0 exponentiellement mu x, comme on a trouvé mu tout à l'heure, on peut déduire de mu, l'équation de mu, on peut déduire x. Donc, x c'est ln E0 sur E, le tout sur mu. Nous avons mu, nous avons E0 sur E. On remplace E0 sur E, c'est 0,1, et on remplace mu par sa valeur, et on obtient 0,063 cm. Voilà. Maintenant, la CDA. La CDA, elle est donnée par la relation ln2 sur mu. CDA, c'est la couche de demi-atténuation. Alors, c'est égal, ln2 sur 36,65, nous avons mu, on obtient 0,019 cm. On va faire une remarque. Maintenant, sachant que 1 cm, c'est 10 mm. Donc, si je prends la puissance moins 1 des deux membres de cette équation, 1 cm moins 1, le tout moins 1, c'est 10 mm, le tout moins 1. A fois b à la puissance n, c'est a à la puissance n par b à la puissance n, c'est-à-dire 1 puissance moins 1, c'est égal à 1 toujours, par centimètre puissance moins 1, c'est égal 10 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 0,1 par millimètre puissance moins 1. Donc on peut tirer 1 mm moins 1, c'est 1 cm moins 1 divisé par 0,1, c'est-à-dire 1 mm moins 1, c'est 10 cm moins 1. Et donc, de la même façon, on va dire 1 cm moins 1, c'est 10 à la puissance de 100 mètres moins 1, de la même manière. Donc,
mètres, c'est égal à 10, 1 mètre, c'est 10 à la puissance 2 cm, et 1 cm moins 1, c'est 10 à la puissance 2 mm, plutôt moins 1. L'exercice numéro 5, on nous dit pour réduire de 95% l'intensité d'un faisceau de photons gamma d'énergie 0,25 MeV, il faut une épaisseur de plan de 1 cm. En déduire le coefficient d'atténuation linéique du plan en centimètre moins 1 et la CDA du plan pour ce rayonnement, CDA à calculer en centimètres. Alors, pour répondre, on va dire si l'atténuation elle est de 95%, la transmission c'est égal à 100 moins 95, c'est-à-dire 5%. On va partir de l'intensité I qui est égale à I0 exponentiellement mu x pour trouver mu. Donc mu on peut le trouver avec I, avec E, avec N, etc. Mu c'est ln I0 sur I, c'est-à-dire ln, c'est comme on a fait pour E égale à E0 exponentiellement mu x. Donc ce sera ln I0 sur I étant égal à 5% de I0, c'est-à-dire 0,05 fois I0, parce que I, la transmission c'est de 5%, 5% c'est 0,05. On remplace et on obtient, puisque nous avons X, etc., et on trouve 3 cm moins 1. Maintenant, la CDA c'est ln2 sur mu, on remplace et on obtient 0,231 cm. Pour l'exercice 6, pour un faisceau de rayonnement gamma, la CDA du plan est de 0,025 cm et celle de l'aluminium est de 1,48 cm. Alors, quel doit être le rapport entre l'épaisseur d'un écran d'aluminium et l'épaisseur d'un écran de plan? C'est-à-dire le rapport entre X aluminium et X PB, le plan nécessaire pour atténuer de 99% le faisceau monochromatique dans chacun des deux cas. Les réponses pour répondre, alors on va partir de n égale à n0 exponentiellement mu x, et je répète, on peut calculer mu et x avec n, avec e, avec toutes les quantités qui sont proportionnelles au nombre de photons, et donc ils s'écrivent avec cette équation, cette relation de l'exponentielle. Alors on écrit x, c'est ln n0 sur n, le tout sur mu, l'atténuation étant de 99%, c'est-à-dire que la transmission elle est de 1%. À ce moment-là, donc n0 sur n, plutôt n sur n0, c'est égal à 1%, ça veut dire que n égale à 1% de n0. Donc c'est pour plus de détails, on connaît déjà ça. Et donc x pour l'aluminium, je vais appliquer cette relation pour l'aluminium, c'est ln n0 sur n sur le coefficient linéique d'atténuation pour l'aluminium, mu aluminium. Et x pour le plan, c'est pareil, c'est ln n0 sur n sur mu pour le plan. On fait le rapport entre ces deux équations et on obtient donc x de l'aluminium divisé par x pour le plan, c'est égal à mu du plan sur mu de l'aluminium. D'un autre côté, on sait que la CDA c'est égal à ln2 sur mu, c'est-à-dire la CDA de l'aluminium c'est ln2 sur mu de l'aluminium, la CDA du plan c'est ln2 sur mu du plan. On fait le rapport des deux équations de CDA aluminium et CDA du plan et on obtient CDA aluminium sur CDA du plan, c'est mu du plan sur mu de l'aluminium. Alors l'équation de x aluminium sur x plan c'est égal à mu plan sur mu aluminium, mu plan sur mu aluminium qui est égal à CDA aluminium sur CDA plan, c'est-à-dire que x aluminium sur x plan c'est égal à CDA aluminium sur CDA du plan. On connaît les deux CDA, on remplace et on obtient le rapport 59,2, donc le rapport entre les épaisseurs du plan et de l'aluminium. Voilà. L'exercice numéro 7, la DLI d'un noyau d'une particule alpha, donc densité linéique des ionisations, dans les tissus mous qui sont assimilés à l'eau. Les tissus mous, on les assimile à l'eau, est égal à 4400 ionisations par micromètre. Cette particule, elle parcourt une distance de 38 micromètres. C'est L bar. Alors la première question, calculer le TEL, le transfert linéique d'énergie, de la particule alpha et en déduire son énergie cinétique initiale. Et la deuxième question, calculer le TEL dans ces mêmes tissus, c'est-à-dire les tissus mous, d'un proton ayant même énergie cinétique que la particule alpha et en déduire sa DLI et son parcours moyen. Alors pour répondre, on va dire la particule alpha, c'est l'hélium ionisé 2 fois, donc He422+. Et le TEL alpha, on rappelle la relation du cours, le TEL c'est DLI par W bar. W bar, puisqu'on est dans le cadre de l'eau, c'est égal à, on assimile à de l'eau, donc c'est 32 électronvolts. Et donc, on remplace 32 pour W bar. DLI, nous la connaissons, on nous l'a donné, on obtient 140 800 électronvolts par micromètre, c'est-à-dire 140,8 kilo-électronvolts par micromètre. Maintenant, calculer, on est toujours dans la première question, calculer le TEL de la particule alpha.
Donc, on a été obligé de commencer par tel pour ensuite obtenir l'énergie cinétique et on déduire son énergie cinétique. Alors, pour déduire l'énergie cinétique, on a l'énergie cinétique, c'est L par L bar. Comme on a vu dans le cours, EC alpha, c'est L alpha par L bar alpha. On nous a donné L bar alpha. L bar, c'est le parcours moyen, c'est 38 micromètres. On remplace et on obtient, c'est un calcul tout simple, on aboutit à 5,35 mégaélectronvolts. Pour la deuxième question, on va parler du proton. Le proton, c'est en fait le noyau de l'atome d'hydrogène. C'est l'atome d'hydrogène ionisé une fois, c'est H plus 1,1. On nous dit que l'énergie cinétique du proton, c'est l'énergie cinétique de la particule alpha. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de m v carré. Donc, on va écrire 1,5 de m proton v proton carré. C'est 1,5 m alpha v alpha au carré. Maintenant, donc ça veut dire, on peut tirer v proton au carré d'ici. Ce sera m alpha sur m proton par v alpha au carré. Maintenant, la masse de la particule proton, c'est 1 UM1, un proton c'est 1 UM1, la masse de la particule alpha, alpha c'est le noyau de l'atome d'hélium, donc c'est 2 protons et 2 neutrons, donc ce sera 4 UM1. Ils ont approximativement la même masse pour le proton et pour le neutron. En remplaçant dans M alpha sur MP, on peut tirer, donc on va dire, ce sera 4V alpha carré. V proton carré, c'est 4V alpha au carré. On laisse ça de côté. On fait appel à la loi de Bethe qui dit tel, c'est KNZQ alpha sur V alpha. Donc pour la particule alpha, tel alpha, c'est KNZQ alpha carré sur V alpha carré. Pour la particule proton, c'est KNZ par Q proton carré sur V proton carré. K, c'est la même chose, pour proton, ça reste la même, c'est une constante, et NZ, c'est une constante pour les mêmes tissus. On n'est pas sorti des tissus, on est resté dans le même tissu, c'est juste que la particule a changé. En fait, NZ, c'est la densité électronique des électrons du milieu, donc elle ne varie pas, elle ne dépend pas de alpha ou de proton. Alors on fait le rapport entre tel alpha et tel proton, on simplifie KNZ, et on obtient tel alpha sur tel proton, c'est Q alpha carré, c'est Q proton carré sur Q, plutôt tel proton sur tel alpha, pardon, c'est Q proton carré sur Q alpha carré par V alpha carré sur V proton carré. Donc maintenant, V alpha sur V proton, V alpha carré sur V proton carré, la deuxième ligne sur cette diapo, c'est un quart. Q proton et Q alpha, alors Q proton c'est E, puisque le proton c'est la particule d'hydrogène ionisée une fois, donc H plus c'est E. Et Q alpha, c'est 2E, HE, 2+. La particule alpha, c'est l'hélium ionisé 2 fois, c'est 2E. Donc, Q proton sur Q alpha, le tout au carré, c'est 1,5 au carré, c'est 1 quart. Donc, tel proton sur tel alpha, ça devient 1 quart par 1 quart, c'est-à-dire 1/16e. Et donc, tel proton, ce sera tel alpha sur 16. Et on calcule, on a, puisqu'on connaît tel alpha, on divise par 16, on obtient 8800 électronvolts sur micromètre. Maintenant, on sait que tel, c'est DLI par W bar. Donc W bar c'est 32, tel on vient de le calculer, donc on peut trouver DLI, c'est égal à tel sur W pour le proton, on divise, donc ce sera 8800 sur 32, on obtient 275 ionisations par micron. Il nous reste à trouver le parcours moyen de la particule alpha, du proton plutôt. On va partir de EC, c'est égal à tel par L bar, donc EC proton c'est tel proton par L bar proton, donc ce sera donc EC proton sur tel proton, nous avons EC proton, nous avons tel proton et on obtient donc 608 micromètres. Pour l'exercice 8, un écran de cuivre de 1 mm d'épaisseur transmet 70% d'un faisceau de photons d'énergie 100 kEV et 10% d'un faisceau de 50 kEV. Maintenant, un écran de plan à côté de 1 mm d'épaisseur transmet 70% d'un faisceau de photons d'énergie 300 kEV et 0,01% d'un faisceau de 100 kEV. La première question, calculer en centimètres moins 1 le coefficient d'atténuation linéique dans chaque cas et déduire la CDA correspondante. Et la deuxième, quelle est l'épaisseur minimum de plan nécessaire pour ne laisser passer que 1% du rayonnement de 300 kEV. Pour répondre, on va partir de un faisceau de photons, on va utiliser la relation n, le nombre de photons, c'est n0 exponentielle moins mu x. Donc mu c'est 1 sur x, ln n0 sur n, puisque nous avons donc deux faisceaux, un faisceau de 50 kEV, un faisceau de 100 kEV. On va commencer d'abord pour le cuivre. Le cuivre, donc pour l'énergie 100 kEV, on nous dit l'atténuation, il transmet 70%, donc il laisse passer
donc plutôt il transmet 70%, donc on va prendre 70%, c'est la transmission, on va pas utiliser, on n'a pas donné l'atténuation, il aurait pu dire il atténue de 30%, donc on aurait conclu que la transmission c'est de 70%, donc n sur n0 c'est 70%, on remplace dans la relation, donc on va trouver mu1 pour le cuivre, pour l'énergie E1 on va l'appeler mu1, 1 sur 1 parce que l'épaisseur c'est 1 mm, on va travailler en termes de millimètres, et n0 sur n, c'est-à-dire n0 sur 70% de n0, c'est-à-dire 0,7 n0, donc on simplifie n0 avec n0, on obtient la valeur 0,356 mm moins 1. Pour maintenant, c'est-à-dire on convertit ces 3,56 cm moins 1. Maintenant, pour la CDA qui correspond donc à mu1, CDA1 c'est ln2 sur mu1, on remplace et on obtient 0,194 cm. Ça c'est pour la première énergie. Pour la deuxième énergie, pour le deuxième, les photons qui ont une énergie de 100 kV, qu'on va appeler E2. Alors n, on nous dit que la transmission elle est de 10%, donc n sur n0 c'est 10%, et on refait le même calcul, on trouve mu2 c'est ln 1 sur 1, l'épaisseur c'est 1 mm par 1 sur 0,1, on va trouver quelque chose en millimètres qu'on convertit en centimètres moins 1, bien sûr millimètres moins 1 et centimètres moins 1. Pour maintenant, d'abord on va finir avec la CDA, CDA2, parce qu'on est avec l'énergie 2, c'est ln2 sur mu2, c'est 0,03 cm. On a terminé avec le cuivre, on va passer au plomb. Alors pour le plomb, avec l'énergie de 300 keV, on nous dit la transmission c'est 70%, et on refait le même calcul, mu1 c'est 1 sur 1 par ln1 sur 0,7, parce que 70% c'est 0,7, et on obtient 3,56 cm moins 1, et la CDA1 c'est 0,194 cm, c'est égal à ln2 sur mu1, et pour l'énergie 2, c'est 100 kV, la transmission elle est de 0,01, c'est-à-dire n sur n0 c'est 0,01, et donc mu2 ce sera 1 sur 1 ln1, 1 sur, attention, 0,01%, c'est 0,01 divisé par 100, c'est-à-dire 0,10301. 0,0001. C'est juste des calculs, on faisait attention à connaître ces relations, et on obtient 92,02 cm moins 1. Alors, la CDA qui correspond à mu, c'est ln2 sur mu2, et on obtient 7,5 fois 10 à la puissance moins 3 cm. Alors, pour le plomb, la deuxième question, quelle est l'épaisseur de plomb qui va nous permettre de transmettre, qui va permettre d'atténuer de 99% un faisceau, c'est-à-dire laisser transmettre 1%. Et alors on nous dit que l'énergie c'est 300 kV. 300 kV avec le plan, on a déjà calculé le coefficient mu1 qui est de 3,56 cm moins 1. Et on nous dit que n sur n0 c'est 1%. Et c'est tout, on va utiliser la relation de mu à partir de laquelle on va trouver x. Donc x c'est 1 sur mu ln n0 sur n. Nous avons mu, nous avons n0 sur n, donc c'est 1 sur 0,01. Et on obtient l'épaisseur qui nous permet d'obtenir cette atténuation, c'est-à-dire égale à 1,29 cm.